Merci beaucoup, Alain. Monsieur le Président, mes chers collègues, dans la poursuite de ce que vient de vous dire Alain Claes, donc, ce que nous avons constaté, c'est que finalement 8 sites d'excellence, puisque il y a eu il y a eu cette sélection préalable, donc ça ne suffit pas pour constituer une politique de l'excellence sur l'ensemble du territoire, même si l'état d'esprit initial, et on voit bien l'objectif poursuivi, notamment pour les IDEX, c'était bel et bien d'être à un niveau international. Mais en fait, on voit bien que cette question de l'excellence, elle peut être définie de différentes manières, et nous pensons que la réussite des IDEX pourrait aussi à la longue affaiblir finalement d'autres sites qui ne disposent pas du coup de crédits suffisants. Les voies pour remédier à l'insuffisante couverture du territoire par les IDEX donc, pourraient être les suivantes. Tout d'abord, on peut développer des regroupements d'excellence au spectre scientifique plus étroit que celui des IDEX, puisqu'en fait, l'idée de départ, les IDEX, il fallait quand même être sur un spectre très large et tout de même plus large que ce qui a été retenu pour les fameux LABEX. Donc il y a sans doute, je dirais, un niveau intermédiaire aussi à trouver entre les fameux LABEX qui étaient extrêmement ciblés et les IDEX qui du coup étaient plus générales. Et donc nous sommes par exemple favorables à la création des fameux nouveaux sites e-sites qui correspondent assez bien à cette définition et je dirais à ce nouveau calibrage. Ensuite, il faut permettre aussi la création de nouvelles IDEX. Il faut que le système respire. On voit bien les Allemands qui avaient aussi lancé des initiatives d'excellence sur leur territoire, eh bien ont décidé de délabelliser certains et puis de labelliser aussi d'autres sites. D'ailleurs, c'est vrai que ça n'est pas quelque chose de facile à mener, mais je pense qu'il faut aussi savoir le faire. Et donc, on voit bien qu'il faut aussi stimuler encore un travail sur les questions de gouvernance. À cette fin, il convient de laisser aussi aux porteurs de projets le temps de constituer l'affectio societatis, qui leur permettra de répondre avec succès aux critères des jurys internationaux, parce que je pense qu'il faut rester, et avec Alain, nous pensons qu'il faut rester dans cette optique de jurys internationaux. Deux autres risques que nous avons identifiés sont d'une part des doublons, le doublonnage des organes de gouvernance des IDEX et de ceux des fameuses communes instituées par la loi du 22 juillet 2013 concernant l'enseignement supérieur et la recherche. Et donc là, il y a un vrai risque de dilution de la gouvernance des IDEX. Pour les éviter, il faut d'abord impérativement veiller à la solidité et à l'efficacité de la gouvernance des IDEX. Et à notre avis, la solution la plus rationnelle sur un site, c'est une gouvernance commune entre IDEX et communes, même si, il faut bien en définir les périmètres, mais en tout cas, elle doit être encouragée, évidemment avec des conditions très strictes, parce que le transfert de la gouvernance donc d'une IDEX à une commune doit être soumis à l'établissement préalable par celle-ci pour sa propre gouvernance, évidemment de règles solide et clair, associant les établissements des grands organismes de recherche nationaux qui peuvent être présents sur le site, bien entendu, mais les communes le font généralement, les grandes écoles, et il faut s'assurer que cette idée d'affectio societatis à laquelle nous faisions référence soit bien présente. Enfin, 97% des dotations affectées aux IDEX sont dites non consommables, et les IDEX n'en perçoivent chaque année finalement que les intérêts. Alors aujourd'hui, il faut savoir que ce taux d'intérêt est fixé à 3,41% de la dotation, mais ce qui reste à effectuer dans le processus et qui n'a pas été effectué depuis le lancement, c'était prévu ainsi, c'est que les dotations elles-mêmes seraient transférées aux IDEX, dont l'évaluation en 2016 sera positive. C'est un point clé. Et je pense que notamment la Commission des finances devra être très vigilante à ce que Bercy ne cherche pas à revenir sur ce point, parce que on voit bien que c'est quand même un élément de consolidation de ces IDEX et là aussi s'assurer que, je dirais, ces initiatives d'excellence puissent être pérennisées aussi dans la durée, parce que c'est aussi un élément de leur efficacité. Donc cette chance historique doit être saisie.
En revanche, elle ne doit pas être gaspillée, donc nous proposons que lors du transfert des dotations non consommables aux IDEX, soient fixées là aussi des conditions d'utilisation s'inspirant des clauses généralement attachées à l'étranger au financement institué par des fondations. Donc ça ne doit pas être là aussi quelque chose qui ne serait pas encadré. Il faut s'inspirer de bonnes pratiques que nous pouvons trouver, aussi bien en Allemagne qui avait montré la voie, mais aussi dans un certain nombre d'autres pays, aussi bien européens que nord-américains. Ensuite, l'exécution du PIA, enfin du programme d'investissement d'avenir, a aussi fait apparaître sur le plan financier des éléments auxquels il faudra remédier. Ainsi, pour ne citer que cet exemple, les équipex ne sont pas toujours financés intégralement. D'ailleurs, comment dire, nous l'avons vu, nous avons eu une démonstration très convaincante du président de l'université de Strasbourg qui a vraiment pu nous démontrer qu'une partie des coûts d'exploitation pesait sur des crédits récurrents de l'établissement d'accueil. Et donc, on voyait bien que les IDEX créent une dynamique, mais qu'en même temps, qu'on le veuille ou non, créent aussi des dépenses qui n'étaient pas intégralement couvertes par, je dirais, le financement au titre de ces IDEX. Et donc, il en est d'ailleurs de même pour les LABEX, qui ne sont pas toujours dotés des crédits nécessaires au projet, qui leur ont valu leur sélection. L'une des raisons d'ailleurs de cette situation est que, alors que les coûts indirects d'un projet sont en moyenne de 25%, ils ne sont couverts en France, le fameux préciput, ce que les anglo-saxons appellent l'overhead, donc n'est couvert en France qu'à hauteur de 15%. C'est une règle qui a été définie. Et donc, au titre du programme des investissements d'avenir, leur taux avait même été fixé initialement à 4%, avant d'être remonté par la suite à 8% pour toutes les actions. Et donc, là aussi, l'une de nos autres recommandations fortes, c'est qu'il faut une prise en compte plus réaliste des coûts indirects pour remédier là aussi au financement qui aujourd'hui n'est que partiel d'un certain nombre de projets au titre des programmes d'investissement d'avenir. À terme, cependant, le remède, c'est d'arriver à un calcul des financements à coût complet. Mais là aussi, il faut dire qu'aujourd'hui, nos établissements ne sont pas prêts. La comptabilité analytique n'est pas suffisamment, je dirais, développée pour permettre un travail à coût complet. Donc, pour atteindre cet objectif, il faudra ériger en priorité, justement, l'établissement d'une comptabilité analytique précise et fonctionnelle au sein des établissements concernés. Le financement seulement partiel de l'équipement ou du projet a pu aussi avoir pour cause l'attente de financement complémentaires issus d'autres partenaires. Donc ça aussi, c'est un point qu'on a pu relever. Les crédits qui devaient faire effet de levier ont été, dans un certain nombre de cas, les seuls disponibles. Autre difficulté, le financement du PIA ne couvre pas toujours la durée de vie du projet, ou ne permet pas le renouvellement de l'équipement. Donc le financement de certaines cohortes, par exemple, pour là aussi illustrer le propos en matière de santé publique, n'est ainsi assuré que pour 5 ans, alors qu'aujourd'hui, un certain nombre de spécialistes de ce secteur, et plus précisément, c'est aussi la thèse développée par l'INSERM, c'est de dire qu'une cohorte, pour être efficace, c'est au minimum 20 ans et en général 30 ans. Il faut donc là aussi effectuer dès à présent la revue des programmes qui ont été financés et des conditions de leur réalisation, cette fois-ci pour anticiper la limitation dans la durée des financements. Enfin, si les crédits mobilisés par le PIA ont bien financé les projets identifiés comme étant des projets d'avenir, il s'avère que les crédits récurrents du ministère ne sont pas toujours suffisants pour financer d'autres projets. Et donc, comment dire, on voit bien que ce dont parlait tout à l'heure Alain Claes en disant que nous avons aussi, même si nous n'avons pas pu le développer, mais je pense que c'est un point sur lequel il faudra revenir, c'est l'articulation entre ces financements extra-budgétaires, en l'occurrence les investissements d'avenir, et d'autre part les financements budgétaires, c'est-à-dire les financements récurrents. Les crédits annuels du ministère, d'ailleurs, ne lui permettent pas de financer ni le renouvellement prochain, par exemple, de la flotte océanographique, ni la participation de la France à un grand projet européen de production de neutrons. Donc là, on voit
que se pose cette question. Ce sont des financements exceptionnels. Est-ce qu'ils doivent être pris sur le PIA ou est-ce que du coup il faut le faire au titre du budgétaire classique? Mais en tout cas, on voit bien que là, le ministère nous fait part de potentielles impasses. Alors, pour assurer une meilleure cohérence des financements de la recherche et de l'enseignement supérieur, il faut donc développer la fonction de coordination interministérielle du Commissariat général aux investissements auprès du Premier ministre lors de l'analyse préalable des projets à financer. Je pense que c'est un point qui a clairement été relevé au cours de notre travail. Cette coordination interministérielle doit être améliorée et cette procédure doit permettre l'expression des ministères de tutelle de la mission recherche et enseignement supérieur, au premier rang desquels, évidemment, le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les priorités poursuivies. S'agissant de la chaîne de valorisation de la recherche créée par le PIA, les consortiums de valorisation thématique offrent aux alliances de recherche auxquelles ils sont adossés et qui regroupent par grands secteurs les acteurs de la recherche un instrument nouveau pour signaler à l'industrie les recherches à valoriser. Par ailleurs, l'activité de France Brevet est désormais bien connue par certaines industries et son PDG en est un professionnel reconnu. On a eu un débat sur la question de la profitabilité de cette activité sur le temps long. Mais là aussi, ça ne doit pas être considéré comme un obstacle. D'ailleurs, c'est ce que nous a aussi précisé la Caisse des dépôts et consignations, qui s'y est engagée en toute connaissance de cause, parce qu'on voit bien que là, on est dans des investissements sur le long terme. En revanche, malgré leur rapide développement, les fameuses SATT, les sociétés d'accélération du transfert technologique, suscitent un certain nombre de controverses. Il y a là des structures qui peuvent encore dont le fonctionnement peut être amélioré à une... il y a toujours des exceptions. On a vu aussi la SATT Connectus qui, elle, fonctionnait extrêmement bien. Mais je dirais, sur l'ensemble de ces sociétés d'accélération du transfert technologique, il y a des marges de progression. Leur fonction de coopérative de brevets a rapidement fait entrer certaines d'entre elles en conflit, notamment avec les grands organismes nationaux de recherche. Et ça a été particulièrement le cas, il faut le dire, avec le commissariat à l'énergie atomique ou encore avec l'INSERM, qui s'étaient préalablement dotés de leur propre filiale de valorisation industrielle. Et donc là, il y a eu un certain nombre de zones de tension au moment de l'installation de ces SATT. Alors en tout cas, quel que soit son dynamisme et son utilité, la chaîne de valorisation du PIA ne doit pas avoir pour conséquence la mise en cause de ce qui a déjà été construit. Et donc, dans ces conditions, nous proposons là aussi d'assouplir le modèle initial de ces SATT, de façon en particulier à tenir compte des dispositions de valorisation existant dans les grands organismes nationaux de recherche, parce que on voit bien qu'ils ont développer une expertise, il serait dommage que celle-ci soit perdue. Par ailleurs, il est demandé donc aux SATT d'assurer leur équilibre économique à 10 ans. Si un tel objectif n'est pas toujours insurmontable, il peut là aussi amener les SATT à privilégier leur rentabilité interne à court terme grâce à la vente de brevets. Et là, il y a une zone de tension, puisqu'on sait bien qu'un certain nombre d'activités de recherche ne doivent pas uniquement être traitées à l'aune du court terme. Et nous considérons que les critères d'évaluation des SATT doivent privilégier aussi des objectifs de développement économique. Parce qu'on voit bien que l'orientation qui a été prise, c'était de stimuler l'activité de recherche, et c'est très louable, mais on voit bien qu'on a aussi toute cette problématique d'articulation entre la recherche entre guillemets fondamentale, même si je n'aime pas beaucoup ce terme, et la recherche appliquée, en l'occurrence l'industrialisation, et donc le développement et la création de richesses pour le pays. En tout cas, les instituts destinés à mieux associer l'industrie et la recherche en faisant travailler celle-ci pour celle-là semblent souvent, même s'il y a des exceptions, connaître des débuts laborieux. Et l'octroi de la personnalité juridique
mais aussi des ambitions parfois excessives, des conflits entre partenaires semblent être les causes de ces difficultés. Là aussi, il faut donc veiller à insérer dans leur univers scientifique et industriel les instituts de recherche technologique, les fameux IRT, mais aussi les instituts de transition énergétique et les instituts Carnot. Cela peut passer par des assouplissements de statut, et là aussi une évaluation régulière doit être réalisée pour juger de la bonne utilisation des crédits qui leur ont été affectés. Donc la répartition d'ailleurs des crédits consacrés aux filières spatiales, aéronautiques et nucléaires semble rencontrer un grand succès. L'effet de levier est présent pour ces filières. Les projets auxquels ces crédits sont affectés renforcent les industriels français face à la concurrence mondiale. Donc là, il y a un véritable retour sur investissement qu'on a déjà pu observer, et je pense que là, on est dans la bonne voie. Et donc, le choix de confier la sélection des projets aux filières elles-mêmes a cependant abouti là aussi à privilégier des recherches à maturité technologique élevée aux dépens de recherches peut-être plus amont, porteuses d'innovation, de rupture au-delà de l'horizon des projets financés. Et donc on voit bien, et ça c'est un sujet classique, nous rencontrons cette difficulté en France. Il faut bien dire que quand on fait un peu de comparaison internationale, d'autres pays rencontrent des difficultés similaires. Donc ça n'est pas non plus quelque chose de rédhibitoire. En tout cas, dans les filières industrielles qui déterminent elles-mêmes la nature des projets financés sur crédit du PIA, il faudra être attentif au maintien de crédits suffisants pour, par exemple, la recherche civile amont, parce que là aussi, on a vu que, comme dit, on privilégiait plutôt la partie directement opérationnalisable. Enfin, si la mission d'évaluation et de contrôle ne peut que donner acte au commissariat général aux investissements de l'abondance de l'information donnée au Parlement sur la progression des actions financées par le PIA, l'information fournie lors des demandes d'ouverture de crédit en loi de finances est en revanche trop succincte. Ça, c'est clair. Il faut donc développer, et ce que nous demandons au CGI, en tout cas, c'est une proposition que nous formulons, c'est développer l'information du Parlement en amont de la phase de lancement des futurs PIA, en l'occurrence sur le choix des domaines qu'il est envisagé d'ouvrir à un PIA, et cela, par exemple, par des auditions du commissariat général à l'investissement, soit par la mission d'évaluation et de contrôle, soit par directement votre commission, la commission des finances, sur la base d'un document qui aura été élaboré en amont par le CGI en prévision de chacune de ces auditions. Et là, on voit que nous avons un point de perfectibilité de la méthode de travail entre le CGI et le Parlement, puisque là, le CGI est resté jusqu'à présent. Alors, on peut le comprendre, c'était la phase de démarrage. Maintenant, il faut que le CGI aille un petit peu plus loin. Voilà ce que nous souhaitions d'ores et déjà vous dire sur ce rapport. Et nous nous tenons évidemment, Alain Claes et moi, à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci, Monsieur le Président. Merci, mes chers collègues, pour votre attention.